Bonjour chers auditeurs, vous écoutez Dr Manhattan à l'occasion de la première interview audio de Rage. Pour ce premier entretien, nous serons en compagnie de Romain D'Apremont. Il est l'auteur de Penser l'homme nouveau et de The Promethean Right, la droite prométhéenne en français, dont certains extraits sont publiés sur le site de rageculture.com. Le second ouvrage sera au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. À travers ces deux travaux, Romain D'Apremont présente une vision du monde pour le moins audacieuse, radicalement tournée vers l'avenir, mais surtout franchement de droite. Pour résumer, son travail est celui de la réconciliation entre le progrès et les idées de droite. Cette réconciliation, Romain D'Apremont lui donne un nom, la droite prométhéenne. Bonjour Romain D'Apremont, et merci d'avoir répondu présent à l'invitation d'Orage. Mais merci à toi, Dr Manhattan. Dédicace la droite prométhéenne à ton grand-père. Tu peux nous en parler? Ouais, bon, je pense que tout le monde devrait dédicacer son livre à son grand-père. Parce que, quand même, ils incarnent la dernière génération d'hommes véritables, hein, celle qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, le mien faisait partie des engagés volontaires. Parle-nous un peu de ton parcours intellectuel. Qui est Romain D'Apremont? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Tout ça. Alors, Romain d'Apremont, c'est un pseudonyme, il n'est personne, mais son intérêt premier, c'était la stratégie, la tactique militaire, la géopolitique. Puis ensuite, j'ai réalisé que le problème, c'était pas tant la protection des remparts de la forteresse, mais le fait qu'une idéologie de la haine de soi a baissé le pont-levis et invité l'ennemi à l'intérieur. Donc, je me suis intéressé à l'histoire des idées. Et puis, j'étais assez conservateur, tout en étant relativement nietzschéen, donc c'était un concert. Mais j'étais du genre à défendre des principes qu'aujourd'hui je ne défendrai plus. Et donc j'ai réalisé, dans un second temps, j'ai réalisé que la gauchisation permanente de l'Occident provenait précisément du conservatisme de la droite. Et donc c'est une idée que j'ai mis en forme dans mon premier livre, Penser l'homme nouveau. Comme dirait Nietzsche en allemand, Das Leben ohne Musik ist einfach ein Irrtum, ein Strapaz, ein Exil. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une contrainte, un exil. Et du coup, j'imagine, comme Nietzsche, comme un philosophe qu'il semblerait vous admirer, vous êtes probablement un esthète. Quels sont votre Wagner, enfin ton Wagner? Parle-nous un peu de musique, de sensibilité dans le quatrième art. Je sais pas si je suis un esthète, mais en tout cas, plus jeune, j'aimais assez les chœurs de l'Armée Rouge, hein. J'aimais aller en cours avec des écouteurs, en écoutant les chœurs de l'Armée Rouge. L'âme russe, puissante, sauvage. Mais j'aimais aussi la douceur avec les leaders de Schubert et de Schumann. Et puis pour les groupes plus modernes, essentiellement Rammstein. Et puis aujourd'hui, je me suis ouvert à des styles de musique plus variés. J'aurais du mal à dire ce que j'aime vraiment comme style, du classique à la pop culture, hein. Pop culture que je rejetais, c'était mon aspect un peu plus conservateur. Et je pense que rejeter en masse la culture de notre époque, c'est en fait se réfugier dans la nostalgie, la musique classique. C'est assez sclérosant tout ça. Maintenant, par rapport à Nietzsche, bah écoute, tout comme Schopenhauer, qui a influencé Nietzsche, hein, dans tous les domaines, Nietzsche considère la musique comme l'art suprême, hein, l'art dionysien par excellence, la plus sublime expression de la volonté de puissance. Non, Schopenhauer a sans doute davantage théorisé la musique que Nietzsche. Pour Schopenhauer, la musique, c'est l'expression immédiate de la volonté, hein. La différence avec la peinture, c'est que la musique n'est pas une copie d'une représentation, pas une copie de la représentation du monde, mais l'expression même de la substance du monde, c'est-à-dire l'expression de la volonté elle-même. Et en fait, il essaie d'expliquer, Schopenhauer, c'est très intéressant, pourquoi on aime autant la musique. Hein, c'est vrai, il y a peu de gens qui, enfin, il y a certaines personnes qui n'aiment pas la peinture, et quand même très peu de gens qui n'aiment pas la musique. Et en fait, ce qu'il explique, l'explication métaphysique de Schopenhauer, afin d'expliquer pourquoi on aime tant la musique, eh bien, c'est que comme tout art, tout autre art, elle nous libère momentanément de la souffrance liée à l'existence. Elle conduit à l'oubli de notre individualité, à notre unicité avec le tout, mais à la différence des autres arts, elle s'inscrit uniquement dans le temps et pas dans l'espace. C'est-à-dire, par conséquent, puisqu'elle ne s'inscrit pas dans l'espace, elle nous libère du monde matériel, ou plutôt du monde comme représentation, puisque pour lui, le monde matériel n'existe pas, il n'y a que la volonté, et le monde qu'on estime comme matériel, c'est le monde de la représentation. Voilà. Et à l'inverse, Nietzsche considère que seules les natures faibles recherchent l'oubli à travers l'art.
Les natures fortes, elles, éprouvent au contraire un renfort de volonté de puissance et une affirmation de leur individualité. On va continuer sur Nietzsche, hein. Tu as bien parlé, j'y faisais juste référence dans la question, mais au moins le sujet est entamé là. Malgré quelques imprécisions et inconstances dans sa philosophie, que tu relèves, hein, dans ton livre, pour les enrichir, mais tu le considères un peu, j'imagine comme, le prophète, de la droite prométhéenne, en tout cas de ta droite progressiste. Comment se fait-il, selon toi, qu'il soit une référence pour quand même beaucoup de penseurs de gauche? Ouais. Bon, alors déjà, Nietzsche comme le père de la droite prométhéenne, bah, effectivement, ses valeurs sont de droite, alors hiérarchie, amour de la lutte, mais elles sont anticonservatrices. En fait, il considère les conservateurs comme une version appauvrie de la volonté de puissance. Le problème, c'est que la droite, elle est tellement sclérosée dans son conservatisme que la volonté nietzschéenne de forger un homme nouveau, et elle est parfois assimilée à une entreprise gauchiste. Même chez les droitards, il y a des droitards qui considèrent étrangement que Nietzsche est de gauche. En fait, depuis la défaite du fascisme, 45, le concept de progrès est tout entier assimilé à la gauche. Ce qui fait que quand on a un auteur progressiste qui est visiblement de droite, extrêmement de droite, parfois trop de droite, il le considère quand même comme quelqu'un de gauche. Comme si le progrès, c'était tellement le monopole de la gauche, le futur, voilà. Bref. Alors l'autre raison, c'est que Nietzsche est parfois classé à gauche parce que les marxistes culturels, alors Foucault, Deleuze, se le sont appropriés. En fait, ils ont utilisé son antichristianisme et son relativisme apparent, j'insiste, hein, apparent, comme une arme tournée vers la déconstruction de notre civilisation. Une arme au service de leur religion égalitariste, c'est-à-dire l'opposé radical de l'élitisme de Nietzsche. D'ailleurs, croire que Nietzsche est relativiste, c'est une erreur. Toutes les vérités ne sont pas égales pour lui. Elles sont hiérarchisées du point de vue de la vie. Nietzsche n'est pas opposé au concept de vérité, mais il s'interroge. Il se dit, pourquoi considérons-nous que la vérité est bonne? Eh bien, il répond en disant que c'est un vestige du christianisme et du platonisme. Associer le vrai au bien. En fait, pour Nietzsche, ce qui renforce la vie, à savoir ce qui renforce la volonté de puissance, est supérieur, doit être considéré comme supérieur au vrai. Et là, c'est la plupart des penseurs de droite ont fini par s'incliner devant la nouvelle hégémonie idéologique qui utilise la philosophie de Nietzsche pour saper l'essence même de la vie, c'est-à-dire la volonté de dépassement. Bref, la droite, selon moi, s'est laissé voler le progressisme de Nietzsche, ce qui a conduit à ce que la droite s'enferre encore davantage dans son conservatisme. Tu évoques, à plusieurs occasions dans ton livre, le manque de transcendance dans nos sociétés. Comment est-ce que tu réconcilies un peu cette transcendance, enfin ce manque de transcendance justement, avec la philosophie immanente de Nietzsche et dans son emploi dans ta philosophie, quoi? Ouais, alors dans la mesure où Nietzsche ne croit pas en un arrière-monde, elle est très critique de cette notion d'arrière-monde qui pour lui en fait est une forme de nihilisme, hein. Sa philosophie peut être considérée comme immanente. Mais en même temps, l'intervention du surhomme, le projet du surhomme, peut être vu comme une forme de transcendance. Pourquoi? Parce que le surhomme, selon lui, se réalisera nécessairement. Et donc la nécessité de cet événement futur peut être vue comme une forme de transcendance par rapport au présent. En fait, cet événement futur pourrait même imposer sa forme au présent. D'ailleurs, c'est une théorie qui n'est pas absurde, hein. La physique, aujourd'hui, n'est pas loin d'abandonner l'espace et le temps en tant qu'illusion. Donc en fait, quand j'utilise le terme de transcendance, je lui donne un sens qui n'est pas théologique, hein. J'entends par là, en fait, l'acte de dépassement de la nature humaine et le processus conduisant au surhomme. Et par ailleurs, je n'adhère pas à la théorie nietzschéenne de l'éternel retour. Je pense que le libre arbitre est effectivement une illusion, hein, et c'est Nietzsche le pense également, hein, mais je pense que rien n'est prévisible, ni sans doute entièrement déterminé. Pourquoi? Parce que je pense, je ne suis pas le seul à le penser, mais dans le domaine de la physique quantique, dans le monde quantique, le véritable hasard existe, hein. Ça a l'air incroyable de se dire que quelque chose qui n'est déterminé par rien existe, mais a priori, ils sont assez clairs là-dessus, les scientifiques, ils pensent que le véritable hasard existe, dans le monde quantique en tout cas. Tu dis dans ton livre, ailleurs, «Les idéologies ne sont pas des produits de la nature». Quand Nietzsche, lui, disait: «Les seules pensées valables viennent en marchant». Bien des chercheurs affirment que nos états psychologiques sont les résultats ou sont au moins intimement liés quand même, conditions, physiologiques. Est-ce que tu penses que la dualité corps-esprit, un peu sous-jacent peut-être, dans tes propos, reste correcte à l'aune des travaux de psychologie évolutive
par exemple dans les travaux de Robert Sapolsky ou de Gad Saad. Ouais. Sapolsky, c'est vraiment un bon gars, hein. On peut vraiment y aller sur son livre Behave, très intéressant, et ses conférences sur Internet. L'autre, je ne le connais pas, hein, intéressant. Bon, alors en fait, je voulais simplement dire que les idéologies ne sont pas le fruit d'une simple évolution biologique, une simple évolution darwinienne. Pour moi, elles ne sont pas le fruit de l'évolution génétique, mais de la mémétique. Autrement dit, les idées, elles ont leur vie propre, une vie relativement indépendante des gènes. Bon, alors bien sûr, fondamentalement, elles font partie de la nature, hein. Tout fait partie de la nature, les idéologies y compris. D'ailleurs, je ne suis pas dualiste, hein, je suis moniste. Je ne suis pas moniste matérialiste, mais moniste idéaliste. D'ailleurs, comme Nietzsche, hein, d'une certaine façon, parce que si on y pense un peu, Nietzsche considère que la substance même de la réalité, c'est la volonté de puissance. Donc c'est un idéaliste, tout comme Schopenhauer, hein. De toute façon, il a été très influencé par Schopenhauer. En fait, Nietzsche, c'est un Schopenhauer qui est optimiste, hein. Schopenhauer est bougrement pessimiste, bougrement chrétien. Considère même que idéalement on ne devrait pas avoir d'enfants parce que ce serait rajouter de la dissociation au monde et donc de la souffrance. Enfin bref. Alors, récemment, j'ai été influencé par un type assez formidable, il s'appelle Bernardo Kastrup. C'est un philosophe, en tout cas ouais, un scientifique de formation, et il a un PhD de philosophie, qui est lui-même donc influencé par Schopenhauer. Et je pense avec Kastrup donc que les matérialistes ont tout faux, ou en tout cas leur vision du monde n'est pas la plus économique, hein, selon l'idée du rasoir d'Occam. La vision la plus simple, la plus économique, la plus évidente, on va dire, c'est l'idéalisme. L'idée que tout est conscience, que la matière n'est que la projection de la conscience, hein, comme dans un rêve, et que nous vivrions dans une forme de rêve partagé. Alors en fait, on va prendre l'image, on va dire dans un rêve, on touche un mur. Le mur n'existe pas vraiment. C'est la matière, on a l'impression que la matière existe dans le rêve, mais en réalité c'est la projection de notre conscience. Et en fait, il prend l'image, Kastrup, des personnes qui souffrent de dissociation de personnalité, hein. Et en fait, il y a des recherches qui ont montré que les personnes qui souffrent de ça leur arrive que dans des rêves, leurs différentes personnalités vivent le rêve en fait de différents points de vue en même temps. Donc en fait, c'est un peu à l'image de notre monde. On serait des personnalités dissociées d'une espèce de conscience universelle, et chaque individu serait une espèce de dissociation de la conscience universelle, ce qui fait qu'on expérimenterait euh, la même réalité qui serait un reflet, une simple image de la conscience universelle. Et je trouve ça assez beau, et en plus, c'est quelqu'un qui est vraiment rationnel, qui est vraiment empirique, on va dire, il a vraiment les pieds sur terre, et en même temps, il nous projette comme ça dans une espèce de vision idéaliste du cosmos que je trouve assez génial. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que la matière n'existerait pas, qu'elle serait une illusion, enfin qu'elle ne serait pas là si on n'était pas là, entre guillemets, quoi. Mais si par exemple il y a une forme de vie intelligente qui émerge et il se trouve qu'elle vit à peu près sur le même, comment dire, sur le même plan que nous, est-ce que du coup elle serait associée à la même, comment dire, à la même conscience supérieure, disons? Alors en fait, pour lui, la matière, ce qu'on voit, c'est simplement l'image de la conscience. C'est de la conscience universelle. Par exemple, l'univers, quand on regarde l'univers, en fait, c'est la vision c'est l'image, le reflet de la conscience universelle qui existe. Il appelle ça, en fait, c'est Aldous Huxley qui parle de mind at large, l'esprit général, l'esprit global, la conscience universelle. Un peu comme dans un rêve. Dans un rêve, la matière n'existe pas et pourtant, elle semble bougrement concrète. On la touche. Et pourtant, ce n'est que l'image de notre conscience, quelque part. Mais c'est très contre-intuitif, hein, je le reconnais. Je ne suis pas forcément le meilleur pour l'expliquer. Mais maintenant, quand tu me demandes l'autre question, qu'est-ce qui se passe quand une nouvelle vie émerge? Eh ben, c'est une nouvelle dissociation au sein de l'océan de la conscience. Une espèce de mini tourbillon qui se crée, qui n'a de conscience que de ses propres perceptions, hein, qui est coupé de la perception de la conscience universelle. Et cette conscience universelle n'est pas vraiment Dieu, parce qu'elle n'a pas conscience d'elle-même. Elle n'a pas de capacité à prendre conscience d'elle-même, d'avoir conscience de ses propres perceptions, et seules des dissociations de personnalité, enfin, c'est toujours une image, hein, cette dissociation de personnalité, permet à cette conscience de prendre conscience d'elle-même de façon très localisée, à savoir un individu, une grenouille, etc. Bah écoute, je te propose de continuer sur notre dérive au loin de Nietzsche au fur et à mesure.
Tu dis: «Nous devons nous opposer à leurs» en parlant de la gauche, «à leurs enfants hédonistes, avec une jeunesse endurcie, travailleuse, ascétique et créative». Tu célèbres la grandeur de l'Occident, en général dans ton livre, dans ta pensée aussi j'imagine. L'ascétisme, est-ce que c'est pas quelque chose qui s'oppose avec l'esprit européen? Justement, on en parlait, qui aime la musique et du coup la fête, le bon vin, taverne, l'humour, les stand-up, le théâtre, ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait quand même, observer une contradiction du coup, entre du coup cet esprit dionysien que tu évoques toi-même d'ailleurs et la nécessité d'un chaos, que tu reprends d'ailleurs, la citation de Wilhelm Oswald: «Ne gaspillez pas l'énergie disponible, préservez-la et tirez-en le meilleur parti». Ouais, alors d'abord sur l'ascétisme, effectivement, de toute façon, Nietzsche est très critique de cette, il utilise ce mot de façon très négative dans la généalogie de la morale, hein, en l'associant au christianisme. Non, j'utilisais ce mot plus dans le sens de j'aurais dû le remplacer peut-être par le terme de spartiate, hein, qui aurait été plus à propos, à savoir, je voulais faire référence à une certaine frugalité de l'existence, à l'inverse du confort, du luxe. Un train de vie qui maintient un certain endurcissement, par exemple en pratiquant des sports de combat, un mode de vie qui entretient un lien avec la nature, les randonnées par exemple, et puis bien sûr la nécessité d'un certain courage physique et intellectuel. Alors, par ascétisme, je n'entends pas évidemment la privation de plaisir ou l'abstinence, mais la suppression de ces activités superficielles qui nous détournent des activités créatives. Par exemple, ces temps perdus, la jeunesse avec ses vidéos TikTok, les réseaux sociaux, etc. On ne s'imagine pas cette quantité d'heures perdues. J'ai jamais eu ce problème, hein, j'ai jamais été addict à ce genre de choses, mais je vois autour de moi, c'est incroyable, une espèce de gouffre comme ça, gouffre existentiel, enfin bref. C'est le reflet d'une technophilie, stupide, mal utilisée. Alors, une technophilie intelligente, ce serait quoi? Ce serait dans nos déplacements, par exemple, d'écouter une émission, YouTube, OK? Pas faire trop de pub pour YouTube et Google parce que je suis vraiment pour, j'étais vraiment très favorable à ce type de grande entreprise, je le suis toujours. Le problème, c'est qu'elles font beaucoup trop d'idéologie, beaucoup trop de censure et elles deviennent vraiment idéologiquement des ennemis de l'Occident. Alors c'est très ambigu parce qu'en même temps, c'est encore heureux que ce soit les seuls qui créent, enfin qui développent une intelligence artificielle à même de concurrencer les intelligences artificielles chinoises, hein. Il ne s'agit pas de penser petit, là, de favoriser les petites librairies de quartier, c'est très bien, mais en même temps, heureusement qu'il y a Amazon. C'est pas avec des petites librairies de quartier qu'on va lutter contre la Chine. Il faut les 2, il faut les 2. Mais du coup, tu parlais justement d'écouter, des vidéos YouTube en voiture, tout ça, mais dans ce passage-là, tu parles exclusivement de la jeunesse et du coup, j'imagine de l'éducation. J'imagine qu'aussi, quand on grandit, quand on n'est plus dans le système de l'éducation à proprement parler, on peut, comment dire? Refuser une certaine frugalité et vivre dans l'opulence si on en a les moyens. Tu condamnes pas le fait, de vivre à la hauteur de ses moyens si on en a les moyens, justement? Mais tout dépend si c'est maîtrisé, et tout dépend si le luxe conduit à un affaiblissement du caractère, un affaiblissement physique. Est-ce que je suis contre le fait d'acheter une villa magnifique et d'avoir une piscine? Non, bien sûr, ça n'affaiblit en rien, surtout si on fait des bassins, etc. D'avoir une vue merveilleuse, d'avoir une maison secondaire, non, pas du tout, au contraire, une maison secondaire, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Maintenant, si on se baigne dans les soirées, etc., et qu'on commence à se couper physiquement et intellectuellement de ce qui fait la force de l'Occident et cet esprit prométhéen, on peut dire faustien. J'aime pas trop faustien, c'est quand même plus associé au Christ, puisqu'à la fin, il se baptise en Faust, donc ça reste trop associé au christianisme. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié de répondre sur le chaos. Oui, alors pour moi, il y a une nécessité de canaliser le chaos intérieur. Il faut un maximum de chaos, de contradictions, de sensibilité, de tumulte intérieur, mais tout cela doit être une ressource. Et une ressource, une énergie à contrôler, canaliser, vers une activité productive ou créatrice. Là, on parlait des enfants, on va aller du coup, sur un thème assez proche, la famille. Tu mentionnes rapidement dans l'ouvrage, les politiques natalistes. Donc en gros, des aides, financières aux familles qui font des enfants, ou en tout cas plus d'enfants que la moyenne. Cette façon d'encourager de façon indifférenciée tout le monde, ou en tout cas, toutes les familles d'une société à faire des enfants, est-ce que c'est pas, antagoniste un peu avec, ton idée d'améliorer le patrimoine génétique général de la population? Ouais, alors pour moi, le rôle de l'État est de lutter contre le dysgénisme, hein.
s'assurer que ce soit les familles intellectuellement supérieures qui font le plus d'enfants. Le problème aujourd'hui, c'est tout l'inverse, évidemment. Depuis les années au moins 1800 en France, on a une corrélation inverse entre le QI et le nombre d'enfants par Ouais, famille. les travaux de Woodley sont très bien à cet égard. Allez, c'est noté. Alors, il n'y a pas de solution simple, hein, il y a un dilemme en fait. Il y a l'option 1, c'est supprimer les allocations familiales et du coup voir la natalité diminuer. Et l'option 2, c'est maintenir les allocations et encourager du coup le dysgénisme et l'effondrement du QI moyen. Alors, étant donné la démographie française, européenne, occidentale en général, et le grand remplacement en cours, je pencherai pour l'option 1, et pourquoi pas lier les allocations familiales au casier judiciaire des parents, par exemple, hein. Ce serait une façon réaliste, ce serait peut-être pas en demanderait trop aux Français, parce qu'évidemment, dans un monde idéal, on ferait la discrimination beaucoup plus radicale, mais ce serait une façon de discriminer intelligemment, hein. On reste un peu sur, ces positions, concernant la famille du coup. C'est-à-dire, malgré ton transhumanisme, tu juges que la reproduction des familles, en tout cas des couples homosexuels, par des moyens de médecine avancés, GPA, PMA, FIV, tout ça, tu juges, immoral, puisque ça favorise la multiplication de gènes incompatibles avec la reproduction, du coup, pour des raisons évidentes. Cependant, si tous les homosexuels peuvent potentiellement utiliser ces technologies, entre guillemets, leur condition homosexuelle n'est plus une barrière à la reproduction. Oui, alors effectivement, on a Jacques Balthazar qui explique que dans son livre Biologie de l'homosexualité que en fait les mâles homosexuels le deviennent parce ils n'ont pas été soumis à un intense bombardement de testostérone au stade embryonnaire. Alors, le gène de l'homosexualité tend à produire, selon moi, des hommes plus féminins que la moyenne, hein. Même s'il existe des homosexuels virils, statistiquement, ils affaiblissent le capital virilité de l'Occident. Alors, c'est une observation empirique, hein, il me semble assez évidente que les homosexuels sont plus efféminés que la moyenne. Une observation scientifique aussi, plus disputée. En même temps, les recherches sont très politiquement incorrectes, mais j'ai un peu regardé qu'il y avait des études dans les années 60 qui montraient que les homosexuels hommes avaient moins de testostérone que la moyenne. Alors maintenant, pour te répondre par rapport au transhumanisme, effectivement, si on demande à les parents, souhaitez-vous... Alors, il se trouve, votre enfant sera homosexuel, souhaitez-vous modifier le gène de l'homosexualité, toute chose égale par ailleurs. Je suis de toute façon... Alors, à mon avis, peu de parents répondront oui, sauf des gauchos, et à nouveau, je pense que l'État devrait prendre en charge le transhumanisme et ne pas encourager une multiplication des jeunes homosexuels dans la population. Voilà, si ça peut répondre. Sur, toujours le même thème qu'on a abordé sur cette dernière question, par rapport à la morale de la vie. En tout cas, tu estimes qu'il faut juger à l'aune de leur impact sur la vie, les faits sociaux. En tout cas, la morale intrinsèque de ces faits sociaux. Et est-ce qu'avec cette grille d'analyse, on devrait interdire l'alcool, le tabac, les sports extrêmes, le football américain, les fast-foods, par exemple? Alors, l'interdiction pour moi, c'est la morale du faible, hein. C'est celui qui est forcé de réagir aux stimuli. Les forts sont capables, eux, de résister à leurs pulsions. Par exemple, Nietzsche, c'est le philosophe de l'instinct, dans le sens d'instinct de conquête, hein, tourné vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, plutôt que vers la haine de soi. Mais Nietzsche prône surtout le contrôle, hein, sur ses pulsions. Alors, par rapport au sport extrême, pour moi, c'est un très bon substitut à la guerre. Il est utile pour le renforcement de l'individu de pratiquer ce genre de sport. Pour ceux qui en ont le caractère, en tout cas, hein. L'humain, en fait, c'est quelque chose, c'est un système antifragile. C'est ce qu'explique Nassim Taleb. L'homme, comme les os, se renforce du fait de contraintes, hein, de chocs. Évidemment, il faut un juste milieu, parce que la mort ne renforce personne. Il faut connaître ses limites, mais pour les connaître et repousser ses limites, il faut les éprouver. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser à cette citation de Nietzsche, hein, qui est souvent citée par des non-Nietzschéens d'ailleurs, j'ai remarqué, comme si les vrais Nietzschéens en avaient il n'est pas très fier de cette phrase. Tout ce qui ne vous tue pas, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est assez stupide quand même, parce qu'il y a plein de choses auxquelles on peut penser qui ne nous tuent pas et qui ne nous rendent pas plus forts, qui nous affaiblissent, hein. Un tétraplégique, par exemple, ne meurt pas, et c'est pas pour autant qu'il s'en renforcé ni psychologiquement, il peut être complètement brisé, ni physiquement, évidemment. Tu parlais de l'interdiction, tout ça. On va revenir peut-être sur le fascisme révolutionnaire italien.
Que tu trouves en tout cas qu'il est dépassé, euh, mais il n'y a pas vraiment d'autres critiques là-dessus. Est-ce qu'on peut pas lui reprocher quelque chose justement antagoniste à la vie, comme les freins qu'un autoritarisme et qu'un totalitarisme peut mettre à la prospérité humaine, à la créativité, toutes choses étant égales par ailleurs, hein. Pourtant, c'est des valeurs qui sont importantes du point de vue de la morale de la vie, et c'est des valeurs auxquelles tu es attaché tout simplement humainement, j'imagine. Alors en fait, je suis attaché moi à la droite prométhéenne et elle a différentes incarnations selon les époques. Par exemple, le fascisme, c'est la traduction de la droite prométhéenne dans les années 20, 30, 40. C'était la version la plus adaptée à son époque, qui était un monde de guerre, un monde pré-nucléaire. Donc il fallait créer un peuple endurci pour être capable de triompher dans le prochain conflit militaire, et donc il fallait nécessairement un encadrement de l'État. Maintenant, la version adaptée à la nôtre, la version de la droite prométhéenne adaptée, n'est certainement pas un État totalitaire, hein. On est dans un monde au contraire qui demande d'être mis en réseau, et ce serait donc un frein à la créativité. Alors, je veux quand même nuancer cette idée qu'un État totalitaire est un frein à la créativité. On le voit avec la Chine, qui montre un certain niveau d'innovation, hein, pas d'invention encore, mais d'innovation en tout cas, dans un contexte d'un État semi-totalitaire qui encourage la recherche, ou en tout cas pour l'IA, l'application du deep learning et non pas l'invention du deep learning. Alors, il y a différents niveaux dans les États totalitaires. Il y a un État totalitaire le plus abouti de l'histoire, jamais été abouti, c'est l'URSS et la Chine maoïste. Évidemment, c'est un frein sur le plan économique. Et puis ensuite, on a un totalitarisme qui est économiquement en tout cas plus intelligent, qui est le fascisme et le nazisme, qui ont réussi à allier un encadrement de l'État sur le plan éducatif, créer un homme nouveau, avec une relative liberté économique et qui a permis, donc, on l'a bien vu, des innovations scientifiques majeures, hein. Je pense par exemple au V2 qui atteint quand même 5000 km/h hein, en vitesse de pointe, quelque chose comme ça. C'est assez incroyable qu'en 1944, on ait de tels prodiges technologiques et évidemment le premier avion en réaction. Alors évidemment, ils ont perdu la course à l'atome, euh, mais, euh, mais je pense qu'il ne faut pas balayer d'un. Voilà, vraiment le totalitarisme qui a échoué et qui s'est effondré de l'intérieur, c'est pas l'Allemagne nazie, c'est pas le fascisme italien, c'est le communisme. Je te cite: «Notre priorité devrait être de reconquérir d'abord l'État, afin qu'il puisse à nouveau servir son peuple plutôt que de le réprimer.» Il y a plusieurs passages similaires dans ton ouvrage, et peut-être que ça me fait penser à une sorte de naïveté, j'imagine. Et comment est-ce qu'un système politiquement, je vais reprendre une citation de Emma Goldman, qui est une anarcho-communiste, hein, donc c'est pas non plus notre idéologie, mais elle disait: si les élections servaient à quelque chose, elles seraient interdites. Et premièrement, par rapport à la démocratie, et ensuite, est-ce qu'on peut vraiment accomplir de grandes choses avec une entité qui n'est pas totalement soumise à la concurrence, pardon, et en plus, comme tu l'imagines, quand elle est unifiée en Europe, quoi. Donc, d'une part, est-ce qu'il y a vraiment moyen de changer les choses en atteignant le pouvoir par la démocratie? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça peut changer, et qu'est-ce que ça peut changer en bien? Oui, alors d'abord, l'État, pour moi, n'est pas vraiment l'ennemi du peuple. Au contraire, c'est un outil pour développer un peuple fort. Par exemple, si on prend l'État spartiate et l'État romantique ou les formations paramilitaires en Russie, aujourd'hui, euh, ça renforce plutôt le peuple. Mais c'est du côté du peuple. C'est simplement qu'on est trop habitué à avoir un État qui est anti-français et anti-européen, qu'on a l'impression que l'État peut être un ennemi, ce qui est le cas relativement aujourd'hui. Alors, l'État est à la fois l'outil pour forger le caractère des peuples et en même temps le reflet de leur caractère. Davantage d'ailleurs encore le reflet de leur caractère. Par exemple, l'État mussolinien a été utile pour forger une jeunesse italienne à travers les jeunesses Balilla, qui a effectivement endurci la jeunesse italienne. Et puis je ne parle même pas des jeunesses hitlériennes, qui ont sur-endurci un peuple qui était déjà endurci. Et ce n'est pas un hasard que le soldat allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale était 50% supérieur, c'est le consensus chez les historiens, 50% supérieur aux autres soldats des autres armées. Alors, pour moi, l'État est aussi nécessaire dans l'éducation. Par exemple, les concours. Les concours permettent de sélectionner les meilleurs en luttant contre le piston, le népotisme, le copinage, tous ces cancers pour l'économie et l'ascension sociale au mérite.
Maintenant, ton autre question, c'était est-ce qu'on peut changer les choses une fois qu'on gagne démocratiquement et que notre idéologie accède au pouvoir? Est-ce qu'une fois qu'on aura les leviers étatiques, on pourrait mettre en place une sorte d'ingénierie sociale et faire en sorte que notre idéologie triomphe pour l'éternité, entre guillemets? Si c'est ça ta question, je pense qu'en tout cas, ça doit être notre objectif, oui. Et je le pense, bien sûr. La gauche prouve que depuis 2000 ans, elle ne cesse de réussir à gauchiser l'homme occidental. Preuve est faite qu'il est possible de transformer la nature humaine et de triompher. Est-ce qu'au final, heu, dans ta critique du libéralisme, il n'y a pas, peut-être un biais, quelque part, sur, ta façon de voir les choses? Je m'explique. L'État, n'empêche pas la dégénérescence, en fait, puisqu'il n'est pas soumis à la concurrence. Il n'est pas soumis à des contraintes qui font que s'il ne fait pas ce qu'il est censé faire, il disparaît. Est-ce qu'au final, un peu plus de libéralisme, justement, dans l'éducation ou, dans d'autres domaines, par exemple, est-ce qu'au final, c'est pas, ce qui garantit la réussite? Au final, le libéralisme, c'est juste une doctrine juridique qui dit que chacun est propriétaire de son corps et de ses biens. Et est-ce qu'au final, c'est pas le meilleur système pour arriver à ton idéal de dépassement, parce que c'est le seul système qui, te dit indirectement par, le système de prix et d'échange que, il n'y a qu'en faisant mieux que les autres, aux yeux de tout le monde, que tu réussiras. Alors déjà, à l'intérieur des frontières de l'Occident, je suis pour un libéralisme économique, hein. Je suis pour une libre compétition et la suppression des aides sociales. Maintenant, il y a deux niveaux de libéralisme. Il y a un libéralisme qui est négatif et un libéralisme qui est positif. Le libéralisme négatif, il relève, selon moi, d'une lecture superficielle du libéralisme. Pas superficielle dans le sens négatif, mais c'est une version possible du libéralisme, mais c'est pas celle qui est nocive. Alors, cette vision-là, c'est une vision du libéralisme en tant que simple doctrine du laisser-faire, le moins d'intervention étatique possible, l'État veilleur de nuit. Alors, il y a deux problèmes avec cette lecture. La première, c'est qu'elle ne prend pas en compte les postulats philosophiques profonds du libéralisme, je vais y venir, et la deuxième, c'est qu'elle permet à l'idéologie la plus agressive, à savoir le gauchisme, de s'emparer des principales institutions étatiques, comme l'éducation nationale, et de faire de l'ingénierie sociale. En fait, les libéraux de droite sont les seuls à jouer le jeu du laisser-faire. C'est les seuls à ne pas avoir de doctrine et d'idéologie structurée. Je pense que, par exemple, le transhumanisme doit être pris en charge par l'État, et avec à sa tête, donc à la tête de l'État, notre idéologie prométhéenne. En fait, laisser la liberté aux parents dans le domaine du transhumanisme, ça conduirait à une altération du patrimoine génétique de l'humanité, dans un sens qui ne serait pas souhaitable avec une possible gauchisation. Euh, on ne peut pas laisser ce pouvoir-là aux familles, hein, de même qu'on ne peut pas leur délaisser l'instruction de leurs enfants. À nouveau, ce serait faire l'œuvre de la gauche, s'interdire d'utiliser le levier étatique, alors que la gauche s'empare de du plus puissant des leviers qui existent, à savoir le levier étatique, qui est extrêmement puissant puisqu'il a le monopole de la violence légitime. Hein. S'emparer donc du levier dans des domaines cruciaux comme la défense, l'éducation, le patrimoine génétique. Dans tous ces domaines, le laisser-faire ne doit pas régner. Parce que je pense que le laisser-faire dans ces domaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire le laisser faire la gauche. Voilà. Alors ensuite, je vais être un peu long hein, sur ce thème-là, parce que c'est assez technique, mais en gros, il y a le libéralisme positif aussi. Il est fondé sur quoi? Il est fondé sur quelques postulats. Par exemple, le fait que la nature humaine soit une page blanche, ce qui est évidemment scientifiquement faux. Ensuite, que tous les humains sont nés libres. Or, évidemment, le libre arbitre n'existe pas, nous sommes génétiquement déterminés, et même théoriquement, le libre arbitre ne peut pas exister. Hein. Aucun philosophe n'a réussi à avoir une théorie du libre arbitre, c'est une impossibilité logique, quelque part. Et il y a aussi l'idée que les êtres humains sont nés égaux. Alors, égaux en droit, c'est vrai. Certains libéraux vont jusqu'à dire qu'ils sont nés égaux tout court. Bon, évidemment, il y a des différences biologiques évidentes. Par rapport à l'idée que les êtres humains sont nés égaux en droit. Mais nulle part il y a écrit dans le ciel que les êtres humains sont nés égaux en droit. C'est une croyance, c'est une forme de religion. Je pense que c'est une croyance utile. Pour le coup, j'y suis favorable parce qu'en fait, pour moi, c'est être de droite que de considérer que les hommes devraient avoir des droits égaux, dans le sens où seule l'égalité en droit permet une compétition équitable. Hein. Quant à la croyance en des droits inaliénables, le fait que les individus seraient nés comme ça avec des droits accolés, et cette croyance en la sacralité de la personne humaine,
Je pense que c'est un vestige de la religion chrétienne qui croit en l'existence d'une âme éternelle, une âme égale aux autres âmes et une âme libre. Or, la nature humaine n'est pas éternelle, elle évolue. Depuis Darwin, les découvertes scientifiques rendent intenables les postulats libéraux, mais la religion qu'est le libéralisme, elle est toujours en vie. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un décalage entre découverte scientifique et traduction idéologique. En fait, la personne humaine n'a rien de sacré, pour moi en tout cas, ni d'absolument unique. La seule différence avec les animaux, c'est le langage abstrait. Et il existe même peut-être, à mon avis, des êtres humains plus stupides encore que les chimpanzés. Alors, je ne veux pas verser dans l'antispécisme, mais voilà. Je ne suis même pas certain qu'il faille accorder les mêmes droits politiques à tous les individus, quel que soit leur QI, ça se discute. Alors, je veux finir quand même sur une remarque qui m'a assez frappé quand j'ai lu le livre de Yuval Harari, Sapiens. Et Harari, il distingue trois types d'humanisme. Il distingue l'humanisme libéral, avec l'individu qui est au centre, l'humanisme socialiste, avec l'espèce humaine qui est au centre, et plus étrangement, l'humanisme évolutionniste. Et dedans, il place le fascisme, le nazisme et le transhumanisme d'aujourd'hui. Et en fait, l'objectif de cet humanisme évolutionniste, c'est l'amélioration de l'espèce humaine et la création d'une surhumanité. En fait, on s'inscrit quelque part, nous sommes des humanistes évolutionnistes. Le libéralisme qui postule la sacralité de la personne humaine ne peut pas, selon moi, être transhumaniste, sans se contredire. En fait, modifier la nature humaine entraîne une altération, par définition. Or, cette entité humaine est sacrée. Or, l'altération d'une entité sacrée est une forme de désacralisation. Et dernière remarque, le libéralisme considère le bonheur individuel comme l'objectif principal. Je suis en désaccord, le bonheur n'est que le moyen du dépassement individuel et collectif. Je vais revenir sur ton excellente réponse, sur 4 points. Je suis à la fois un libéral libertarien, mais en même temps, j'aime bien cette idée de la droite progressiste. Laisser le pouvoir aux familles de décider de l'éducation et du génome de leur enfant. Je comprends que ça puisse être des inquiétudes, tu vois, mais quelque part, est-ce que c'est pas la sélection naturelle, en fait? Est-ce que c'est pas justement ça le progrès? C'est que les forts doivent réussir et laissons les faibles, ceux qui font les mauvais choix, ne pas y parvenir. Deuxièmement, tu parles du levier justement et que l'État est un levier justement trop important. Il est trop important pour ne pas qu'on le saisisse. Et justement, moi ma réponse c'est que, bah, c'est bien d'avoir le levier, tant qu'on l'a, mais qu'il faut, comme toute entreprise managériale, je dirais, se dire, quel est le pire, le worst case scenario, comme on dit. Est-ce qu'au final, c'est pas mieux de retirer ce levier, pour éviter que la gauche, fasse des siennes? Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point sur le libre arbitre, totalement d'accord. Impossible de déterminer, de définir, ou en tout cas d'affirmer qu'il y a un libre arbitre. Mais est-ce qu'au final, entre des individus qui ne sont déterminés qu'à partir, enfin qui sont grandement déterminés à partir de facteurs innés, est-ce que c'est pas mieux, du coup, de laisser le pouvoir aux familles, puisque c'est peut-être celles avec le meilleur génome qui font le meilleur choix concernant leur enfant? Et dernièrement, sur la sacralité et cette incompatibilité qu'il y aurait entre le libéralisme et le transhumanisme, tu parles un peu, du coup, de cette sacralité, mais pour moi, cette sacralité, elle est plus chez les égalitaristes, entre guillemets, les tenants de la liberté positive, plutôt que les véritables libéraux. Est-ce que c'est peut-être, admettons, cette sacralité, ou en tout cas ce centrage de la politique autour des individus, qui justifie peut-être, chez les libéraux, le fait d'avoir le droit de s'augmenter et pratiquement le devoir. Parce que un libéral dira que c'est le salaire qu'on a, qu'on obtient sur le marché est à la hauteur de ce que les autres reconnaissent en nous, et qu'au final, il est du coup un devoir pour mieux servir les autres que de s'augmenter, d'augmenter sa productivité et sa puissance. Du coup, c'était juste pour justifier mon, comment dire, mon adhérence à la fois à tes propos et à la fois au libéralisme. Et je pense que ça peut être un bon exemple pour toi de compréhension, de rejoindre ces idées, et pour nos auditeurs qui comprendraient peut-être mieux pourquoi ton travail nous plaît autant.
Ouais, alors, bon, selon moi, cette idée de sélection naturelle ne tient pas pour une raison très simple, c'est que je comprends, hein, des groupes, de transhumains, les plus forts, gagnent. Bon, ça fonctionne uniquement s'il y a une lutte à mort. Or l'État empêche par définition cette lutte à mort puisqu'il a le monopole de la violence légitime. Donc, il y a une suppression de la sélection naturelle qui ne reviendrait pas en cas de mise en concurrence, entre des groupes, de transhumains. Certes, les plus intelligents auraient les manettes, enfin, réussiraient mieux économiquement, mais pas forcément démographiquement. Et puis de toute façon, si la gauche tient toujours les rênes du pouvoir, de toute façon, les élites resteraient de gauche. Donc, maintenant, sur ton autre point, le levier n'est pas retiré. C'est-à-dire qu'en en fait, on est les seuls, enfin, je veux dire la droite au sens large, on est les seuls à jouer le jeu de ne pas tenter de faire de l'ingénierie sociale. La gauche n'a de cesse que de vouloir noyauter les institutions, et elle y arrive très bien. Donc en fait, voilà, on se bat avec une main dans le dos. On le voit aussi sur le plan professionnel, par exemple, les gauchistes sont attirés par les métiers qui sont liés à l'État, aux métiers de fonctionnaire, aux métiers de l'éducation. Donc, à travers ce passage-là, ils détiennent aussi le pouvoir de l'ingénierie sociale. Et puis, maintenant, quant à la sacralité, tu dis qu'un libéralisme davantage de droite, disons, penserait en termes du devoir de s'augmenter. Oui, 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 pourquoi pas. Pour moi, ça s'éloigne vraiment des tenants du libéralisme originel, mais toute idéologie peut évoluer, et oui, oui, pourquoi pas. On va clôturer. J'aimerais que tu dises un mot. Je le rappelle, notre triptyque, le triptyque de Rage, c'est liberté, progrès, identité. Les travaux de Romain sont très portés sur le progrès, justement. J'aimerais du coup que tu répondes à une question très simple, en un mot. Si je te dis progrès, qu'est-ce que tu me dis? Prométhée, pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si j'en ai parlé en début d'émission, mais en fait, je parlais de droite vitaliste et je pense que c'est un mauvais terme. Dans mon premier livre, j'aurais dû déjà parler de droite prométhéenne. D'abord parce que ça fait une référence à l'Antiquité pré-chrétienne, à savoir l'Antiquité grecque. Et ensuite, c'est le dieu, enfin le titan en tout cas, qui par excellence est le libérateur de l'humanité, qui nous apporte les arts, qui nous apporte le feu, qui repousse les frontières. Et c'est vraiment, à mon avis, c'est la seule différence entre les Occidentaux et le reste du monde, c'est cette volonté de repousser la frontière, cette volonté prométhéenne de se faire les égaux des dieux. Voilà. Merci Romain d'Apremont d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi énormément, hein, Docteur Manhattan, de m'avoir invité avec plaisir. Hein. Et je reviendrai avec plaisir, je vous dis. Chers auditeurs, ce premier entretien touche à sa fin. Nous rappelons pour les anglophones que le livre de notre invité Romain d'Apremont, The Promethean Right, est disponible en auto-édition chez Amazon. Vous trouverez les articles extraits déjà publiés de Romain d'Apremont sur notre site rage-culture.com et ils seront traduits en français. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, activez les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rater aucun futur contenu et bien entendu faciliter le référencement de cette vidéo en likant, par commentant et partageant. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous rejoindre sur Discord. Les liens sont dans la description. Merci chers auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Nous espérons que ce nouveau format vous aura plu. À bientôt.